Yasmine est une journaliste d'investigation qui a beaucoup travaillé sur le monde de la finance et ses arcanes. Elle est co-auteure de plusieurs ouvrages portant sur cette thématique. En 2019, aux océans et aux menaces qui pèsent sur leur écosystème. Donc elle va nous dire tout d'abord comment elle en est venue à s'intéresser à cette thématique et elle développera ensuite son ouvrage, donc que vous pouvez retrouver ici, qui est là. Je lui laisse la parole tout de suite. Bonjour tout le monde. Comme Emmanuel le disait, je suis journaliste indépendante et je suis spécialisée dans les sujets financiers depuis plusieurs années. Et en fait, dans le cadre de cette spécialisation, je m'intéresse plus particulièrement à la manière dont les intérêts privés viennent se confronter et viennent grignoter l'intérêt général. Donc là, on voit bien la résonance avec le sujet de la conférence qui est « À qui appartient la mer ?» Donc effectivement, dans mes deux précédents bouquins, je me suis intéressée par exemple à une banque publique qui s'appelait Dexia, qui avait vendu des emprunts toxiques à des collectivités locales. Donc une banque publique qui vend des mécanismes privés toxiques à des collectivités. Là, on voit bien aussi comment les intérêts privés sont venus grignoter l'intérêt général. Et ensuite, j'ai écrit Les Prédateurs avec Denis Robert sur la manière dont des milliardaires ont arnaqué les États brésiliens et français. Alors, je vous explique un peu ce parcours pour vous montrer que lorsque je suis revenue sur les terres de mon enfance, après avoir vécu plusieurs années à Paris, je suis donc revenue habiter à Pinmar. Et quand je regardais la mer, j'avais des yeux différents et un regard différent que celui que je portais auparavant. Et la question que je me suis posée quand je suis arrivée, et je voyais cette vaste mer dans laquelle je me suis baignée gamine, et je me disais, mais est-ce qu'un jour, les financiers, ils vont faire main basse aussi sur les océans? Et en fait, c'est la première question qui m'a guidée pour faire ce livre, savoir si les intérêts privés allaient prendre le pas sur le bien commun qu'est la mer. Et quand je me posais cette question-là, je suis tombée sur le travail d'Alain Leussane et Yann Giron, que vous connaissez bien, qui parlait de la manière dont des ONG pointaient les pêcheurs et la manière dont ces ONG étaient financées par des fondations nord-américaines qui sont liées à des multinationales. Et j'ai vu le film de Mathilde Jounot, La Voix des Invisibles. Et donc du coup, avec tous ces éléments-là, j'ai lancé mon enquête pour faire ce livre. Et aussi, il y avait un constat local, c'est-à-dire que pour rebondir sur ce qui s'est dit ce matin, quand je regardais la mer, et ce depuis enfant, en fait, arrivé au printemps, il y a toujours plein d'algues vertes. J'imagine que vous voyez ça aussi ici. Et puis je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on dit que les pêcheurs sont responsables de la détérioration des stocks halieutiques et de la disparition des poissons, en gros, alors que évidemment que le système d'agriculture intensive à terre a des répercussions sur les stocks halieutiques et que donc ça peut avoir un impact sur les stocks de poissons. Donc pourquoi est-ce que les pêcheurs sont considérés comme étant les principaux responsables et pourquoi est-ce qu'ils sont pris pour cible? Et donc c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Et comme vous le savez, la question des océans est plus que jamais d'actualité aujourd'hui, puisque aujourd'hui ils subissent une double pression. En faisant ce travail, je me suis rendu compte que depuis les années à peu près 2015, mais même avant, les océans sont considérés comme un nouvel Eldorado pour les industries et les multinationales. Parce que déjà les ressources à terre ont été pillées, mais aussi parce que les nouvelles technologies permettent d'avoir accès à des nouvelles ressources. Et donc, il y a une pression économique et dans le même temps, il y a une grosse pression écologique puisque, comme vous le savez, l'océan subit diverses agressions comme l'acidification et l'eutrophisation, alors qu'il y a un tiers des émissions de gaz à effet de serre depuis les années 80 qui ont été absorbées par les océans et qui sont en fait tout bonnement les responsables et les garants de notre survie sur Terre. Donc, comment est-ce qu'on peut accentuer la pression économique sur les mers et en même temps les protéger? Et pour nous dire que c'est possible, les industriels et les États ont mis en avant une solution miracle qu'on a appelée l'économie bleue, que peut-être vous connaissez également, et qui prétend qu'on peut exploiter les océans tout en les préservant. Mais est-ce que ces activités bleues sont si bleues qu'on le dit? Est-ce que l'économie bleue n'est pas également une économie grise?
Et est-ce que les activités que l'économie bleue veut développer n'aura pas un impact négatif, comme on accuse la pêche d'avoir un impact négatif? Donc si on regarde les différentes... Ah oui, parce qu'en fait j'ai fait un plan. Voilà. Donc là, on voit, nous sommes au numéro 2, les océans sous pression. Et j'entame le numéro 3, est-ce que l'économie bleue est une solution miracle? Et donc effectivement, dans l'économie bleue, si on prend par exemple les différents rapports que la Commission européenne publie tous les ans, on constate que la Commission européenne veut développer les activités qui étaient anciennes, comme le transport maritime, le tourisme de croisière. Et par exemple, le tourisme de croisière est très très polluant. Tous les bateaux qui représentent les croisiéristes ne représentent qu'1% de la flotte au niveau mondial, de la marine marchande, mais ils produisent 25% des déchets. On voit bien que c'est vraiment une activité qui est très polluante. Donc pourquoi est-ce qu'on la développerait ? Et l'économie bleue prône également le développement d'activités nouvelles, comme les énergies renouvelables, comme on l'a vu, donc les parcs éoliens, mais aussi les extractions de minéraux, comme les nodules polymétalliques. Donc par exemple, Emmanuel Macron a déclaré il y a quelques semaines qu'il voulait connaître mieux les fonds marins et explorer les fonds marins, mais après la première étape d'exploration, il ne faut pas se leurrer, il y aura sûrement une étape d'exploitation, parce que le minerai polymétallique est hyper important pour l'indépendance énergétique de la France et pour la fabrication des batteries de voitures. Et donc les granulats ont mis des millions d'années à se former. Et donc, si on les détruit, eh bien, ça aura des impacts sur la biodiversité qui sont très importants. Donc, développer de nouvelles activités alors que les océans sont déjà mal en point, on peut se demander si c'est vraiment une bonne idée. Donc, pourquoi, dans ces cas-là, est-ce que ces ONG-là, les ONG en question sont notamment Bloom et Sea Shepherd, pourquoi est-ce qu'ils vont continuer à braquer les projecteurs sur les pêcheurs, alors que, parallèlement, on est en train de développer plein d'activités qui vont avoir un impact très important sur le milieu marin. Donc, effectivement, moi, dans mon travail, je ne remets pas en question le fait qu'il y ait de la surpêche. Je ne remets pas en question non plus le fait que la pêche doit améliorer ses pratiques actuellement. D'ailleurs, selon une analyse de l'IPBES, donc c'est une plateforme intergouvernementale qui a fait paraître un rapport en 2019 qui dit que c'est la pêche qui a eu l'impact le plus important sur la biodiversité marine, mais elle dit qu'il y a d'autres secteurs significatifs qui en sont également responsables, et donc je pense que c'est important de braquer les projecteurs sur d'autres professions en fait. Puisque l'économie bleue va développer des secteurs qui vont avoir des impacts vraiment destructeurs sur la biodiversité. Et puis l'économie bleue, elle veut développer tous ces pans-là, mais elle ne prend pas en compte en fait ce qui se passe au niveau de la Terre, puisque comme on l'a dit ce matin, il y a 80% en fait de la pollution en mer qui vient de terre. Et donc dans le cadre de mon travail, je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire en fait que 80% de la pollution en mer vient de terre, et comment est-ce que cette pollution affecte le milieu marin. Et donc moi j'habite une commune qui s'appelle Pamar, donc qui est assez connue parce qu'elle est près d'un spot de surf qui est très connu, qui s'appelle La Torche, et donc qui fait partie de la baie d'Audierne. Et dans la baie d'Audierne, il y a des problèmes notamment au niveau des stocks de théline. Et donc, lors de mon enquête, j'ai rencontré Ronan Lecor, qui ici présent, qui est pêcheur de théline, et qui me disait que depuis des années, il observait une baisse de la natalité de ces télines et une hausse de la mortalité, et qui se demandait bien à quoi cela était dû. Et en même temps que je discutais avec Ronan, il y a des études qui sont parues dans le journal local qui expliquaient que, en fait, dans les ruisseaux d'eau qui sont au-dessus de la baie d'Audierne et au-dessus de Pamar, là où Ronan pêche une partie de ces télines, les cours d'eau étaient pollués et qu'on trouvait des pesticides à des teneurs très importantes, et notamment des pesticides qui sont interdits depuis les années 2003 et même 2011. Et donc qu'il était fort possible en fait que ces pesticides aient un impact sur le milieu marin. Et je me suis demandé quelle était la chaîne en fait qui faisait que les pesticides avaient un impact sur la biodiversité marine et éventuellement sur les télines. Et c'est là où j'ai découvert le maillon manquant qui va être présenté après moi, qui est le plancton.
En fait, j'ai lu différentes études. C'est très très compliqué en fait d'avoir déjà quand on a des pesticides sur une analyse d'eau, de savoir lesquels ils sont, quel impact ils vont avoir sur la biodiversité marine, notamment sur les thélines. Mais il y a des chercheuses de l'Ifremer qui s'appellent Geneviève Arzul et Françoise Quignou qui ont écrit un bouquin sur l'impact des pesticides sur le plancton. Et donc, en fait, l'impact, c'est que, notamment, les pesticides, ils vont favoriser le développement du plancton toxique au détriment du plancton dont se nourrissent les thélines, et que donc, on peut éventuellement envisager que les thélines sont affectées, en fait, par le fait de manger ce plancton-là, et que ça va avoir un impact sur leur stock. Et que donc, comme le plancton est à la base de la chaîne alimentaire, on pourrait se dire aussi que si le plancton est touché, alors forcément il va y avoir un impact sur le stock halieutique. Et donc pourquoi est-ce qu'on dit que les pêcheurs sont responsables de la disparition des stocks halieutiques, alors que parallèlement, les pesticides ont un impact fort sur le plancton qui est à la base de la chaîne alimentaire. Donc voilà, je pense que dans l'état actuel des sciences, c'est intéressant effectivement de se dire que les pêcheurs ont surpêché et qu'il y a des problèmes, mais maintenant il est largement temps d'interroger le mode de production et de consommation à terre, et notamment de l'impact des pesticides sur le plancton. Il y a également une étude d'Audrey Baranger qui a écrit une thèse sur l'impact de durian sur les huîtres creuses, que je vous invite à lire. Bon, c'est un peu ardu à lire, mais tout de même, elle montre que le diurion, qui est un produit chimique et qui est un pesticide, va endommager vraiment gravement les huîtres, et dans certains cas, certains organismes marins deviennent hermaphrodites, donc ça a un impact sur le processus de reproduction des huîtres, et que non seulement ça, mais en plus ça va aussi avoir un impact sur le matériel génétique qu'elles transmettent aux générations suivantes, et donc les malformations qui sont faites sur les parents, on va dire, ont un impact sur leur progéniture. Donc, ce qui m'effraie un peu et ce qui me déçoit vachement, c'est que quand j'ai entendu ce matin le fait que les élus, et qu'au niveau des SCOT, et qu'au niveau des plans maritimes d'aménagement, la terre est finalement très peu considérée, et que c'est très compliqué d'avoir une politique globale entre ce qui se passe à terre et ce qui se passe en mer, il serait peut-être temps que les élus et que tous ces gens qui réfléchissent mettent un peu le moteur et mettent un peu le turbo, parce que vu les impacts que ça a sur la biodiversité marine, ce serait intéressant quand même de s'y pencher pour notre génération à nous et puis pour celle de nos enfants, quoi. En tout cas des miens et des futurs vôtres. Et donc voilà, et la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que, alors que ça fait des années qu'on parle de ces problématiques-là, pourquoi est-ce qu'on en est toujours là? Et pour comprendre tout ça, pour comprendre en fait ce qui se passe au niveau local, je pense qu'il faut faire un détour par l'échelle globale. Et pour comprendre pourquoi on en est encore à l'économie bleue aujourd'hui, qui nous fait croire qu'on peut écouter les océans en même temps les protéger, il faut faire un détour par la politique climatique et montrer comment est-ce que le monde de l'industrie, le monde économique a finalement influencé la politique climatique pour que les choses n'évoluent pas tant que ça. Et donc il faut faire un petit retour dans les années 70, une sorte de machine à remonter le temps. Et là, on se rend compte qu'effectivement, les premières alertes, elles datent des années 70, donc ça fait maintenant 40 ou 50 ans. Donc on est maintenant en 2021, et pourquoi ça ne bouge pas, quoi? Pourquoi? Et bien quand on décrypte un peu la politique climatique et comment est-ce qu'elle a été tricotée, on se rend compte que dans les années 70, il y a un mouvement écologiste fort qui a voulu faire prendre aux hommes d'État conscience de ce qui se passait, et que par exemple aux États-Unis, il y a Nixon à l'époque qui a pondu, entre guillemets pondu, des lois contraignantes pour limiter la pollution des industries, et ça n'a pas du tout plu aux industriels, et ils ont mis en place ce qu'on appelle un environmental backlash, c'est-à-dire un contre-feu environnemental, et ils ont payé des avocats, ils ont payé des think tanks pour montrer que la pollution venait d'ailleurs, c'était surtout pas leur faute en un premier temps, et après s'être défendus, ils ont eu une position proactive, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, mais attends, on va quand même pas subir une réglementation qui limite nos activités et qui nous empêche d'avoir de la rentabilité et du profit. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à la place du législateur et puis on va lui dire ce qu'il faut qu'il fasse. Et donc, ils ont une position proactive, donc ça a été démontré par des chercheurs comme par exemple Grégoire Chamaillou, qui montrent la manière dont les industries ont dit, ok, on a déconné, bon, très bien, mais nous, on va vous dire comment faire pour trouver des solutions, quoi. Et donc ça, c'est quand même vachement étonnant. Et la deuxième chose qui est assez étonnante, c'est que les sommets climatiques, dès le départ, dans les années 90,
ils ont subi l'influence des industriels par deux biais. Le premier, c'est que par exemple, on connaît assez peu ça, mais le premier grand round climatique a eu lieu à Rio. Donc c'est un peu la base de ce qui s'est passé en 2021 pour la COP 26. Donc c'est on va dire un peu la première COP. Et le président de cette première COP-là, eh ben, le gars, il avait une grande carrière dans le pétrole. Donc il avait travaillé pendant des années dans le pétrole, et puis après, il est devenu président de la première COP en 1992, et évidemment, il était très perméable à ce que pouvaient raconter ses anciens copains, c'est-à-dire les industriels. Et alors, il s'est dit, bah tiens, pour trouver des solutions pour savoir comment sauver le climat, bah, je vais faire appel à mes copains. Et donc, il a demandé à Stéphane Schmideini, qui est un PDG qui a travaillé pendant des années dans l'amiante, de venir avec lui réfléchir à comment sauver la planète. Et Stéphane Schmideini, il a réuni autour de lui 50 patrons des plus grandes multinationales. Donc là, on parle de Chevron, on parle de Shell, on parle de Dow Chemical, donc quelqu'un qui fabrique des pesticides, on parle de gens qui fabriquent des automobiles. Et pendant un an, ils ont discuté ensemble, ils se sont dit, tiens, bah, comment on pourrait sauver la planète au fait? Et ils ont publié un bouquin qui s'appelle The Changing Course, qui est à la base de ce que moi j'appelle leur fable climatique, c'est-à-dire qu'ils ont pondu les grands principes qui, selon eux, allaient permettre de sauver la planète, mais surtout quand même de sauver leurs propres industries. Et donc, leur grand principe, c'est de pas de réglementation contraignante, il ne s'agirait pas non plus qu'on limite leurs activités, que laisser faire les entreprises, parce qu'eux, ils savent mieux ce qu'il faut faire pour sauver la planète que les hommes d'État, de laisser faire les mécanismes de marché, c'est-à-dire qu'on va utiliser les lois en fait, de marché pour faire de l'écologie, et enfin donner un prêt à la nature, parce que si on ne donne pas de prêt à la nature, alors elle n'est pas visible. Et ce qui est fou, en fait, c'est que si on regarde les accords de Paris, donc, qui ont été négociés en 2015, eh ben, on retrouve exactement ça. C'est-à-dire que surtout les accords de Paris vont mettre en place des obligations, mais qui ne sont surtout pas contraignantes, donc s'il n'y a pas de sanctions, en fait, et on va laisser les mécanismes de marché permettre de réguler tout ça, et les mécanismes des marchés, c'est l'échange de crédits carbone de ceux qui sont les plus polluants avec ceux qui sont les moins polluants, et comme ça, on peut continuer à avoir une activité économique et dire qu'on compense les émissions de gaz à effet de serre en même temps. Et donc, on voit bien finalement, donc là, je me suis appuyée sur la thèse d'un politologue qui s'appelle Nils Moussu, et Nils Moussu, il dit que on voit bien le discours en fait des industriels dans les années 92, il a eu vachement de succès. Parce qu'aujourd'hui, on propose les mêmes solutions. Et donc, le succès de ce discours-là, c'est son intemporalité, parce qu'aujourd'hui, c'est le même discours qu'on a, mais l'échec aussi de ce discours-là, c'est son intemporalité, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on dit encore les mêmes choses, et puis on fait toujours rien, quoi. Donc, c'est problématique. Et comment est-ce que ce discours-là a été infusé ? Dans mon bouquin, je parle de ce que j'ai appelé 3 armes de persuasion massive, c'est-à-dire qu'il y a les associations professionnelles, comme le WSCD, qui est en fait un lobby de multinationales qui rassemble les 200 plus grosses multinationales au niveau international dans le domaine de l'agroalimentaire, de la chimie et de l'automobile, qui va aller par exemple dans les couloirs des COP pour faire passer leurs idées. Donc leur plus grande idée, c'est la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on va continuer à produire, mais en même temps on va compenser. Il y a les fondations philanthropiques qui sont créées par de grands dirigeants d'entreprises qui, eux, une fois qu'ils ont eu leur activité, qu'ils ont un succès dans leur activité, par exemple là on parle de Packard, de Gordon Moore, de Walton. Walton, c'est la fondation Walton, c'est les propriétaires de Walmart. Donc ils ont des activités quand même super polluantes sur l'environnement. Et puis au bout d'un moment, ils disent « Oh bah tiens, quand même, ce serait bien d'œuvrer pour le bien commun ». Alors ils montent une fondation, mais la fondation qu'ils vont abonder avec leurs propres fonds pour avoir des actions qui vont dans l'intérêt du bien commun, malgré tout, c'est des actions qui vont être compatibles avec le marché et des actions qui vont être compatibles avec leurs activités. Et donc en fait, ils vont plutôt épouser la même idéologie que celle qui est prônée par l'industrie, et donc on revient sur les mécanismes de marché qui sont défendus par les grandes entreprises. Et ces fondations-là, elles vont financer des ONG, notamment des ONG pro-américaines, qui elles aussi vont proposer des solutions qui sont plutôt des mécanismes de marché également. Et donc dans ces ONG-là, il y a The Nature Conservancy, WWF, donc c'est vraiment des WWF, vous connaissez, c'est vraiment des grosses ONG
mais qui, elles, ont vraiment un lien avec le milieu économique, quoi. Parce que si on prend par exemple leurs organes de gouvernance, c'est-à-dire le conseil d'administration de ce genre d'ONG, eh ben, on va trouver des traders, on va trouver des banquiers, on va trouver des gens qui travaillent dans des cabinets de décision, des avocats d'affaires. Et donc, eux, ils vont aussi avoir une vision qui va être très libérale de la manière dont on va pouvoir protéger l'environnement. Et donc, tout ça contribue au fait que l'écologie telle qu'on nous la propose aujourd'hui, c'est plutôt une écologie qui ne va pas réglementer de manière législative les activités des industries à terre et même des industries en mer, mais qui va proposer des outils et qui va, par exemple, proposer aux entreprises de pouvoir compenser, comme je l'ai dit, ou qui va proposer de capter du carbone ou d'utiliser de l'hydrogène au lieu d'utiliser du pétrole, mais il n'y a pas de remise en cause du système tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc, l'écologie de marché, en fait, elle est assez intéressante parce qu'on va considérer que la nature, en fait, on n'en fait pas partie, on va l'objectiver, on va la mettre en face de nous, et pour la rendre visible, on va lui donner un prix, ce qui veut donc dire qu'on considère que la nature nous rend des services écosystémiques, comme on les appelle, et que ces services écosystémiques-là, il faut leur donner une valeur pour les rendre visibles, et que pour protéger la nature, en fait, on ne la protège pas pour que nous on survive, on la protège pour qu'elle continue à nous rendre des services écosystémiques. Et donc du coup, on se retrouve avec une relation à la nature comme si la nature était un instrument et qu'elle nous servait nous, ce qui est quand même une façon de voir la nature qui est hyper anthropocentrée, parce que ça veut dire comme si la nature, elle était destinée à nous servir. Bah non, nous aussi on est la nature, et sans elle on ne peut pas survivre. Et donc, par exemple, WWF, ils ont calculé la valeur des océans, et donc ils se sont dit que si l'océan était une puissance économique, alors ce serait la 7e puissance économique du monde. Bon bah c'est super, on est content de le savoir, and so what, qu'est-ce qu'on fait pour protéger les océans? Et donc, selon l'écologie de marché, eh ben, on va proposer des solutions, par exemple, comme l'assurance sur le corail. Alors là, c'est une ONG qui s'appelle The Nature Conservancy, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est notamment financée par des fondations philanthropiques, qui sont notamment, elles, financées par des industriels. Donc on voit bien que si on suit le cours de l'argent, on en arrive toujours, évidemment, au pouvoir économique. Et donc The Nature Conservancy, eux, eh ben, ils proposent d'assurer le corail comme on assurerait les voitures ou on assurerait une maison. C'est-à-dire que c'est dans la baie de Cancun, au Mexique, et donc The Nature Conservancy a dit ouais, le corail c'est quand même vachement précieux parce que il permet de lutter contre les tempêtes, et comme toute l'économie de la côte au Mexique, elle est dépendante du tourisme, parce que là-bas il y a plein de bars, d'hôtels, où il y a énormément de touristes qui viennent tous les ans. Et donc, si jamais la barrière de corail est détruite, ça remet en question les activités économiques qui nous ramènent 9 milliards de dollars par an, donc c'est pas possible, on ne peut pas les laisser faire ça, il faut qu'on assure le corail. Et donc, ils sont allés voir les professionnels du tourisme et ils leur ont proposé de monter un fonds, et que quand il y a c'est une assurance paramétrique qui va déclencher une indemnisation en fonction de la puissance du vent et du coup de l'impact que ça va avoir sur le corail. Il y a eu en octobre 2020, il y a eu une grosse tempête, et donc là ils ont déclenché le fonds, et c'est des bénévoles, curieusement, alors que le fonds c'est une indemnité, quoi. Avec l'argent et l'indemnité du fonds, c'est des bénévoles qui sont allés aux alentours des coraux, qui ont récupéré tous les petits morceaux, qui ont pris une petite colle en ciment et qui ont réparé le corail. Et on se dit, pour que finalement le corail joue son activité première, à savoir rendre des services écosystémiques, à savoir protéger l'industrie du tourisme. Et donc on se dit que finalement c'est par l'argent qui détruit que l'on protège. Ça pose quand même, je trouve, ça pose question. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas essayer de réguler le tourisme ou se poser la question du tourisme, sachant que le tourisme c'est quand même 8% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, et qu'on en prévoit un développement important du tourisme dans les années à venir, de plutôt interroger le tourisme plutôt que de réparer le corail quand il y a une tempête, quoi.
Et l'écologie de marché, elle propose également, par exemple, l'implantation de mangroves pour créer du carbone, de façon à pouvoir compenser les émissions des grosses industries. Donc là, on voit bien également que finalement, cette écologie-là qu'on nous propose, elle ne va pas remettre en question finalement la manière dont nous on vit, mais elle va ne faire que réparer les dégâts. Et or, il y a beaucoup de dégâts qui sont, à mon avis, très, très compliqués à réparer en général, et donc ça ne me semble pas être la bonne solution. Et cette écologie de marché-là, elle propose également des aires marines protégées. Donc là, les aires marines protégées, effectivement, Emmanuel Macron propose d'arriver à 30% des océans protégés par les aires marines protégées. Mais bon, déjà, on peut se poser la question du principe, c'est-à-dire pourquoi protéger une partie des océans uniquement et pas tous les océans, sachant que par exemple sur la région de Clarion-Clipperton, l'endroit où il y a énormément de nodules polymétalliques, il y a une toute petite AMP et tout un endroit qui fait des millions de kilomètres carrés qui va être dévolu bientôt sûrement à l'exploitation des nodules polymétalliques. Donc là, quelque part, on va protéger une petite partie, mais on va condamner le reste de cette région. Et en pratique, en fait, même les gens qui sont favorables aux AMP, ils disent qu'elles sont très peu efficaces parce que ça suppose, pour protéger les océans et ces parties de l'AMP, une gouvernance, ça suppose que les gens parlent entre eux, ça suppose des moyens. Et il y a très peu de moyens qui sont alloués aux aires marines protégées. Et donc finalement, même dans leur fonctionnement, elles ne sont pas spécialement efficaces. Et enfin, comme on le disait tout à l'heure, on disait que les AMP, elles ne vont pas protéger non plus de toute la pollution qu'il peut y avoir à terre, et que donc l'eutrophisation, l'acidification, toutes les problématiques qu'il peut y avoir sur le plancton, c'est pas parce qu'il y a une AMP et que c'est délimité que ces problématiques-là ne vont pas avoir lieu sur la AMP même. Donc c'est un outil qui est sûrement intéressant, mais qui ne s'avère pas vraiment efficace en pratique. Et en plus, au sein même des AMP, on va retrouver les conflits d'usage qu'on retrouve sur la mer en général et qu'on a évoqué ce matin, à savoir la concurrence entre différentes activités. Par exemple, aux Seychelles, où il y a eu une AMP qui a été créée pour rembourser la dette du pays. Donc là, c'est une financiarisation de la nature encore, mais à la finale, il y a toute une partie de l'AMP dans laquelle les touristes peuvent entrer, mais dont les pêcheurs sont exclus. Donc les conflits d'espace se retrouvent même au sein de ces AMP, et l'arbitrage de ces conflits d'espace en arrive à exclure une partie des utilisateurs de la mer, et notamment des pêcheurs. Et enfin, quand on voit par exemple le WWF qui propose de financer les AMP, eh bien, dans certains documents, ils proposent de transformer les pêcheurs en guides touristiques, puisque de toute façon, dans les AMP, ils ne pourront plus pêcher, et que donc, ce serait bien de les convertir, devenir guides touristiques pour amener les touristes sur des lieux, par exemple, de snorkeling. Et on voit bien là aussi que non seulement que les pêcheurs, dans un premier temps, sont exclus, et dans un deuxième temps, ils sont introduits, mais dans le cadre d'une reconversion, que là aussi, on peut interroger. Est-ce que le guide touristique, c'est vraiment très intéressant, notamment au niveau de l'impact que ça peut avoir. À l'issue de tout ce travail, à travers l'exemple des océans, je me suis dit que l'écologie qu'on nous propose aujourd'hui, c'est pas forcément la bonne, et quelque part aussi qu'on nous a volé un peu, à nous les citoyens, ce que ça pouvait vouloir dire l'écologie, et que quelque part, les industriels de partout, les industriels et le monde économique en général, de par toutes les courroies de transmission que je viens de décrire, à savoir les associations professionnelles, les fondations philanthropiques et les ONG, et bien quelque part, ils nous ont volé un peu notre écologie, comme s'il y avait une sorte d'hold-up sur le discours climatique. Et je trouverais intéressant aujourd'hui, mais ça me paraît assez mal barré, que l'écologie soit vraiment l'objet d'un débat plus citoyen et plus public, et que ça puisse donner lieu à questionner vraiment la manière dont on produit et on consomme aujourd'hui. On parlait d'agriculture intensive tout à l'heure, mais on peut parler de comment on fabrique nos vêtements, je veux dire, les nodules polymétalliques, ils vont servir à fabriquer nos téléphones, à fabriquer nos ordinateurs. Et par exemple, si on prend le cas des éoliennes en mer, en Bessin-Brieuc, qui pose un vrai problème de conflit d'espace
entre les marins et les éoliennes, eh ben, la question qu'on pourrait se poser avant tout ça, c'est de se dire, mais l'énergie qui va être produite par les éoliennes, est-ce qu'elle va vraiment remplacer l'énergie grise qui est produite par les hydrocarbures, ou alors est-ce qu'elle va revenir s'ajouter à l'énergie qu'on consomme déjà? Et alors, si l'énergie produite par les éoliennes va s'ajouter à l'énergie qu'on consomme déjà, c'est quand même problématique. Ça veut dire qu'on n'a pas interrogé notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, ce qui serait bien, mais en fait, c'est même pas bien, ce serait juste indispensable, voire vital pour tout le monde, ce serait d'interroger ce modèle-là de développement. J'en discutais hier avec quelqu'un un écolo de longue date. On parlait, il me disait, mais alors, est-ce que vous êtes décroissante? Bah ouais, je crois que je suis décroissante. Alors, je suis pas décroissante dans ma vie de tous les jours, ce qui me pose un vrai problème personnel, mais dans ma vision, ce serait vraiment intéressant, je pense, oui, qu'on réfléchisse à une décroissance. Et pour terminer, moi, mes centres d'intérêt au tout départ, c'était la finance, parce qu'en fait, je me suis intéressée à la finance quand je suis devenue maman, parce que quand je suis devenue maman, c'était en juillet 2008, et c'était en pleine crise financière. Et donc mes filles sont nées, elles étaient prématurées. Et donc j'étais un peu sur les nerfs, quoi, parce qu'il y avait quand même une notion de survie assez forte. Et puis tout d'un coup, je me rends compte qu'avec la crise financière, la survie de mes enfants, elle est aussi liée à la finance. C'est-à-dire que quand la finance se casse la gueule, bah, notre modèle se casse la gueule. Et comment mes enfants vont pouvoir survivre dans un modèle économique que j'ai toujours connu et qui est en train de tomber, quoi. Et donc, du coup, je me suis intéressée donc à la finance et j'ai pas mal écrit là-dessus. Et en fait, la finance, elle est intéressante. Pourquoi? La finance, elle permet de créer de la richesse de manière infinie. Et donc, parce qu'avec les systèmes des prêts, le système de création de monnaie sur les marchés financiers, et donc, on crée de la richesse de manière infinie pour acheter de manière infinie, pour produire de manière infinie. Mais le problème, c'est qu'on est quand même une planète qui est finie. Et que donc, il va falloir se coller à ce problème qui, je pense, est à la base de tous les autres. Et que l'écologie, telle qu'on me la propose aujourd'hui, par exemple, si on voit la COP26, et je m'arrêterai là, la COP26, elle partait avec la volonté de limiter, d'interdire les hydrocarbures et les subventions aux hydrocarbures. Bon, ça, c'est pas très bien pour les pêcheurs, mais bon. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que limiter la consommation de charbon, la consommation d'hydrocarbures. Et puis le secrétaire général, eh ben, il est en larmes parce qu'il n'a pas pu mener à bien les négociations. Et voilà, et on se retrouve encore avec une législation non contraignante, on se retrouve avec l'industrie pétrolière gazière qui finalement a gagné. Et c'est problématique, sachant que, par exemple, à la COP26, il y avait 500 lobbyistes du gaz, du pétrole et du charbon, et il n'y avait que 200 représentants des populations indigènes victimes du réchauffement climatique. C'est-à-dire, comment est-ce que dans ces conditions, les gens qui sont impactés et qui ont des véritables problématiques dans leur vie quotidienne peuvent faire valoir leur voix? C'est pas possible, quoi. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on reprenne en main la notion d'écologie pour qu'elle soit vraiment efficace. Voilà, merci. C'était un exposé très très riche, pas facile de tout assimiler en 1 heure. Moi, il m'a fallu 5 pour lire l'ouvrage de Catherine. Vous retrouvez tous les éléments dans son ouvrage. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi, Catherine, c'était ma question, c'est où et comment tu as fait pour avoir toutes ces informations, si tu veux, sur les ONG, en l'occurrence, pour avoir donc leurs statistiques, leur mode de fonctionnement. Comment tu as fait pour avoir toutes ces informations? Alors le boulot d'enquête, tel que moi je le pratique, c'est que je lis. Enfin, j'ai pas du tout de limite de lecture, et donc je suis allée évidemment sur leur site, j'ai décortiqué leur discours, j'ai lu des thèses, j'ai lu des bouquins de chercheurs. Donc je me suis appuyée sur le travail d'un politologue qui s'appelle Nils Moussu, qui a travaillé sur les lobbies industriels. Un bouquin d'Edouard Morena qui a décrypté la manière dont travaillent les fondations. Sur les ONG, j'ai appelé WWF, j'ai appelé The Nature Conservancy, j'ai discuté avec tous les gens qui s'intéressent au carbone bleu. En fait, j'ai beaucoup travaillé. Voilà. Et puis après, comme le bouquin il est assez petit finalement par rapport à toute cette masse,
Il est assez petit parce que, en fait, en tant que journaliste, j'estime pas du tout pouvoir être objective. D'ailleurs, j'ai même pas envie parce que je vois pas l'intérêt. Donc du coup, avec toute cette matière, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais écrire de percutant avec cette matière-là? Et donc ensuite, en fait, tout fait sens au bout d'un moment. C'est-à-dire que c'est marrant parce qu'à chaque fois, ça me fait ça dans les enquêtes. Je lis, puis au bout d'un moment, j'ai l'impression que le serpent se mord la queue. Ah yes, c'est bon, j'ai plus la peine que je bouquine, je peux passer à l'écriture. Et puis après, faut tout mettre en... c'est comme une grosse disserte, quoi. Faut tout mettre en résonance l'un avec l'autre. Et là, sur ce bouquin-là, je suis partie du local, je suis passée par le global pour retourner au local, pour faire un mouvement comme ça qui permette au lecteur, en passage, de s'enrichir. Et donc je suis partie du pays Bigoudin, finie au pays Bigoudin. Et puis voilà, après il y a un gros travail aussi de narration en fait. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que pour l'écologie de marché, elle a une grosse narration, un gros travail de narration. On nous raconte beaucoup d'histoires. Et puis moi, j'avais envie de raconter la mienne. Donc, mais c'est beaucoup d'informations. Puis toi, tu m'as bien aidé, Jean. Bonjour, merci d'exposer. Je m'interrogeais sur comment vous percevez l'avenir pour les professionnels, dans le sens où le court terme et le moyen terme, et quelles réponses concrètes, selon vous, peuvent être apportées. Et le lien avec ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire le territoire, le local, c'est partie du guide, enfin du guide Linec. Est-ce que, selon vous, les territoires, avec l'ensemble des acteurs, sont une réponse concrète, suffisante, assertive, pas suffisante? Voilà, il y a une série de questions là, mais parce que je pense qu'il faut une vision holiste des choses pour appréhender, et merci de ce travail que je dirai avec attention. Merci. Je sais pas. Je suis assez dubitative, je veux dire. J'aimerais y croire, je ne le cache pas, évidemment. Mais quand je vois ce qui se passe sur mon territoire, c'est très bizarre parce que, quand même, je sais pas, moi j'ai longtemps beaucoup cru aux politiques. Et quand je vois la politique au niveau local, je me dis, ouais, bon, je sais pas trop. Là, je suis en train de monter une association justement pour. Et d'autres, on est plein, mais. Tout ça pour vous répondre que, par exemple, sur mon territoire, si on prend pas mal le Guilvinec, en ce moment, il y a une explosion du tourisme qui m'a pas l'air vraiment très réfléchie au niveau local. Et puis donc, il y a une sorte d'entrée en concurrence avec l'économie de la pêche, quoi. Et alors moi, j'ai pas de réponse à donner sur l'avenir du secteur de la pêche parce que je me considère pas du tout spécialiste de la question. Mais par contre, ce qui me paraît vrai, en tant qu'habitante de la côte bigoudaine, c'est que la pêche, on en a besoin juste pour deux choses. La première, c'est parce qu'elle apporte une économie à l'année, et que donc le tourisme étant une économie cyclique, tout est ouvert l'été, tout est fermé l'hiver, donc c'est hyper mortifère. Nous, ce qui nous a préservé longtemps, en fait, la côte bigoudaine, c'est qu'il y avait une activité de pêche, et que donc du coup, il y avait une vie locale tout le temps, et voilà, donc très important la pêche pour ça. Et la deuxième, c'est qu'elle apporte un héritage, une culture, une histoire, et que le pays bigoudin tel qu'il évolue aujourd'hui, effectivement, il y a plein de surf, c'est super, moi j'en fais aussi, mais il ne faut pas non plus que la Bretagne devienne un centre de loisirs, quoi, ou un parc d'attractions. Dans le même temps, avec le confinement, il y a énormément de gens qui arrivent de l'extérieur, qui achètent des résidences secondaires, et donc du coup, c'est des maisons qui sont fermées à l'année, ça ne remplit pas les écoles, ça ne remplit pas les commerces. Et donc aujourd'hui, les politiques, ils ont une grosse responsabilité, à mon avis, de réfléchir le territoire et comment on doit articuler justement le tourisme, les résidences secondaires qui font plus ou moins du tourisme, et la pêche. Et je pense que la pêche, elle n'a pas suffisamment de visibilité politique. Les pêcheurs, je pense que voilà, vous avez plein de boulot, énormément de travail, c'est compliqué de se fédérer. Mais pourtant, pour moi, la pêche est indispensable à l'avenir, en tous les cas, de notre côte maritime. Et c'est vrai que quand on voit le ministre de la Mer qui parle de subventions de sortie de flotte, on se dit non, surtout pas, non, pas ça, non. Mais moi, je vois ça de la terre. Je serais bien incapable de prévenir l'avenir de la pêche. Tout à l'heure, vous avez parlé justement que les ONG avaient volé justement la notion d'écologie aux citoyens.
Et je me demandais justement si ces ONG, elles étaient pas justement la première entrée vers l'écologie, et que sans cette première entrée, justement, la situation serait actuellement bien pire qu'elle ne pourrait l'être. Bah, ça c'est une bonne question. Comment dire? Effectivement, je suis d'accord. Les ONG, c'est une bonne porte d'entrée, mais sauf que c'est pas la bonne porte, quoi. Et en plus, ça dépend de quelle ONG on parle. Et ça depuis longtemps, hein, parce que il s'avère que j'habitais en Amazonie brésilienne, par exemple, et il y avait une ONG là-bas, il y avait Greenpeace là-bas. Je crois que dans les c'était Greenpeace ou WWF. Et en fait, leur intervention avait des répercussions négatives sur les populations indigènes en Amazonie. Et aujourd'hui, les ONG nord-américaines, comme je disais, elles amènent un discours en fait, qui va être industriello-compatible, quoi. Pour moi, elles sont une porte d'entrée, mais alors si jamais on y rentre, après, il faut faire un grand ménage. Ça, c'est pour les ONG nord-américaines. Mais il y a d'autres ONG, par exemple les Amis de la Terre. Il y a aussi Greenpeace qui a un peu évolué au niveau de son discours. Et par exemple, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une fronde anti-neutralité carbone. C'est-à-dire que le Green Deal, par exemple, au niveau européen, est un plan vert qui prône notamment la neutralité carbone. Et la neutralité carbone, elle est problématique parce que ça veut dire qu'on peut continuer à polluer, mais qu'on va compenser. Et bien, il y a des ONG, et beaucoup, qui s'insurgent contre la neutralité carbone et qui disent que justement c'est pas la bonne solution et que la vraie réflexion à avoir, c'est de réfléchir à une nouvelle écologie, une écologie qui est plus limitative au niveau des activités humaines. Mais elles me disent, ces ONG-là, qu'elles ne sont pas entendues. Alors il y a deux problèmes. Un, elles n'ont pas suffisamment de moyens, donc elles ont du mal à se mobiliser sur ce genre de problématiques. Et quand elles le font, elles ne sont pas entendues. Et elles disaient que les ONG dont on parle, c'est-à-dire WWF ou The Nature Conservancy, eh ben, elles ont un impact médiatique beaucoup plus fort, et donc elles ont une sorte de monopole de la pensée, et que les autres ONG ont du mal à se faire entendre. Donc pour répondre à votre question, sur les ONG, on va dire les ONG libérales, à mon avis, c'est pas la bonne porte d'entrée. La bonne porte d'entrée, ce serait plutôt celles, à mon avis, qui remettent en question le modèle écologique actuel, mais elles-mêmes ont du mal à se faire entendre au niveau européen. Bon, vous avez parlé de limiter les activités humaines, de remettre en cause notre économie actuelle, qui je pense qui fait partie de ce défi, parce que ça paraît quelque chose de tellement insurmontable de lutter contre cette espèce de grosse machine qu'est l'économie actuelle, surtout à une petite échelle, et c'est un peu le problème des environnementalistes, on se sent souvent un peu impuissant. Et vous avez parlé de la décroissance. Moi j'ai l'impression qu'il y a un problème de fond qui est que, parce que c'est un problème finalement, parce qu'on n'a pas choisi ça en tant qu'humanité, mais que la plupart des personnes ne veulent pas en fait qu'on révise ce modèle. Et qu'on n'est pas prêt, qu'il y a un problème d'acceptation de ça. De revenir là-dessus. Est-ce que c'est un problème justement, bon ça c'est une question philosophique, peut-être pas traitée aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut en parler justement de cette acceptation sociale, pas que la nôtre dans nos pays émergés, mais aussi celle des pays émergents qui tendent à devenir comme nous et à avoir du confort comme celui qu'on a. C'est quelque chose quand même aussi à mettre sur le tapis, de parler de la condition humaine. Non, mais la réponse, elle n'est pas compliquée, parce que, en fait, j'ai lu hier un chiffre qui m'a assez halluciné, que je vais vous donner tout de suite si je le retrouve. C'est que, on conclura par là. Alors, attends. Bon, en gros, voilà, c'est ça. Une vingtaine de pays riches sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, je pense que c'est quand même plutôt nous qui devons réfléchir que se demander ce qui va se passer chez les gens qui sont émergents. Parce qu'en plus, je fais un boulot parallèlement à celui-là, je suis en train de m'intéresser à l'industrie pétrolière, dans le cadre d'un autre travail. Et alors le grand argument de l'industrie pétrolière, c'est de dire « Ah mais de toute façon, il faut continuer à produire des hydrocarbures et du gaz naturel, parce que justement les populations émergentes ont besoin de cette énergie-là pour croître. » Donc voilà, c'est un argument qui se retourne aussi. Merci beaucoup Catherine, merci Manuel.